Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du résumé du roman Le Monde Perdu de Michael Crichton. Et donc commençons. Dans un aéroport de Puerto Cortés, Jack Thorne regardait Malcolm et Eddie Carr aider les travailleurs à sécuriser les grands conteneurs de frais qui abritent leurs véhicules de terrain dans deux grands hélicoptères Huey. Un douanier de l'aéroport, nommé Rodriguez, vérifie les papiers de Thorne et demande à plusieurs reprises à Thorne s'ils sont correctement préparés, car il n'y a pas de station-service ni aucune sorte d'aide pour eux sur Isla Sorna. Thorne répond qu'ils sont bien préparés et qu'avec un peu de chance, ils seront sur l'île dans moins de 24 heures. L'homme remarque qu'il est étrange qu'un permis pour voyager sur l'île ait été accordé. Quelques années plus tôt, le gouvernement avait eu des problèmes avec l'une des îles et avait interdit aux touristes de s'y rendre. Thorne lui dit que l'équipe n'est pas un touriste et que le trio est autorisé à continuer. Quelque temps plus tard, les trois hommes sont en route vers Isla Sorna. Le pilote montre la chaîne d'îles à Thorne, indiquant que la plus grande au nord d'elle est Isla Sorna. Thorne demande si le pilote a déjà été là-bas et le pilote nie n'y avoir jamais été, mais pense qu'il existe un site d'atterrissage comme il y a plusieurs années et que les Américains allaient et venaient sur l'île de manière assez régulière. Thorne demande si les Allemands sont allés sur l'île récemment, et le pilote déclare qu'il n'y a pas eu d'Allemands sur l'île depuis la Seconde Guerre mondiale. Thorne demande comment les bateaux pourraient accoster sur l'île, et le pilote lui parle de centaines de grottes marines érodées sur la côte de l'île qui, lorsque le temps le permet, vous permet de naviguer vers l'île. Cherchant si le pilote pourrait éventuellement faire sortir Sarah si elle décide de venir, le pilote dit à Thorne qu'il a un travail ailleurs demain et qu'elle devra chercher un passage sur un bateau. L'hélicoptère survole une grande falaise et la vaste jungle d'Isla Sorna s'étend sous eux. Très vite, ils trouvent un endroit où atterrir. Une fois les véhicules complètement chargés, Thorne et Malcolm rentrent dans la remorque tandis que Eddie monte dans l'Explorer et démarre les véhicules. Thorne commence à activer leur système de base de données qui fonctionne avec les données radar et satellites pour leur donner une carte précise de l'île. Il remarque ce qui ressemble à une route menant au nord de la clairière et commence à la suivre. Finalement, ils arrivent à un ruisseau où Eddie s'arrête et sort de l'Explorer après quelque chose qui a attiré son attention. Eddie récupère du matériel déchiqueté du ruisseau et le montre à Thorne et Malcolm. C'est le même matériau qu'ils ont utilisé pour fabriquer les sacs à dos de Levin. Autour d'eux, d'étranges cris d'oiseaux résonnent dans la forêt. Malcolm se retourne, essayant de localiser la source, tandis que derrière lui, Eddie déclare « Nous avons de la compagnie !» 6 petits lézards verts s'approchent de la remorque et commencent à la renifler et à l'examiner. Eddie pense que ce sont des salamandres, mais Malcolm le corrige, l'informant qu'il s'agit de Procompsognathus triassicus. Eddie, stupéfait de voir des dinosaures, remarque qu'il ne pense pas qu'ils paraissent si petits. Malcolm dit que la plupart des dinosaures étaient petits, à peu près de la taille d'un mouton ou d'un poney, et que les compis ne sont pas dangereux car ce sont des charognards. Dérouté par l'apparente indifférence des compis à l'égard de la présence des humains, Eddie tente de les effrayer en lançant des pierres, malgré les protestations de Malcolm. Après avoir entendu d'autres cris au loin, il décide de poursuivre la recherche de Levin. Sur leur chemin du retour, Eddie se sent obligé de demander aux compis s'ils étaient réels, ce à quoi Malcolm répond qu'ils le sont tous. Eddie, Ian et Thorne continuent de suivre l'ancienne piste de jeep plus loin dans l'île. Malcolm demande s'il est acceptable d'allumer la climatisation, et Thorne lui dit de ne pas le faire, ne voulant pas vider la batterie plus rapidement que nécessaire. Alors, Malcolm baisse la fenêtre à la place. Finalement, ils atteignent un embranchement sur la route, et Eddie voit un panneau décoloré. Le chemin de gauche mène au marais, tandis que le chemin de droite mène au site B. Malcolm demande à Eddie de prendre le sentier jusqu'au site B, et pendant qu'ils suivent le sentier, ils sentent le soufre bouillonner du sol. Soudain, Eddie s'arrête, forçant Thorne à faire un écart à la dernière seconde. Thorne réprimande Eddie, qui ne l'entend pas et regarde quelque chose devant lui. Juste devant le feuillage, le long de la route avait été abattu, leur permettant de voir de l'autre côté de la route, tout le long de l'île. Devant eux, ils virent un grand animal brun pâle avec une large crête et 2 cornes émoussées traverser la route. Eddie demande s'ils savent ce que c'est, et Malcolm répond qu'il s'agit d'un jeune mâle tricératops. Bientôt, plusieurs autres tricératops traversent la route par la brèche à travers la jungle. Ils peuvent apercevoir plusieurs petits dryosaures paître le long des berges de la rivière, ainsi qu'un troupeau d'apatosaures et de stégosaures pesant au-delà de la rivière. Le chapitre se termine avec Eddie émerveillé, demandant « Doc, quel est cet endroit ?»
Alors qu'Eddie, Thorne et Malcolm observent les dinosaures à travers la plaine, Eddie demande si cette île a été contournée d'une manière ou d'une autre par le temps et si les dinosaures ont pu continuer à exister. Malcolm, réalisant que Eddie n'a pas été informé de ce qui se passe, commence à expliquer qu'il existe une explication logique à ce qui se passe. Soudain, un bip commence à émettre depuis le tableau de bord de la remorque. Sur leur GPS, ils commencent à capter le signal de Richard Levin provenant des capteurs intégrés à son sac à dos et notent qu'il semble venir de la vallée devant eux. Ils commencent à suivre la route menant au signal de Levin en passant par plusieurs postes de garde et points de contrôle en béton en ruine et envahis par la végétation. Soudain, la route tourne et en contrebas, ils aperçoivent devant eux une immense installation de la taille de 2 terrains de football. Derrière l'installation se trouve un bâtiment plus petit avec un toit en bloc que Thorne soupçonnait être une centrale électrique et à l'extrémité du complexe, il y avait des quais de chargement et des virages pour les camions de fret. Thorne demande à Malcolm s'il sait ce que c'est, ce qui dit que c'est une usine de fabrication et qu'il s'en méfie depuis un moment maintenant. Thorne semble incrédible face à sa taille lorsqu'Eddie les contacte par radio et leur dit que le signal de Levin vient de l'intérieur du complexe. Il trouve l'entrée principale du complexe et garant les véhicules là où le sol peut les recharger. Le complexe lui-même a été envahi par des vignes suspendues au toit, des fougères poussent entre les fissures du béton et des vitres brisées. Les 3 hommes se préparent à entrer dans le bâtiment en ruine à la recherche de Levin. Après que Malcolm, Thorne et Eddie soient entrés dans le bâtiment en ruine, Harvey Benton émerge d'une armoire de rangement verrouillée, après avoir utilisé une carte de crédit pour la déverrouiller de l'intérieur. Après avoir utilisé les toilettes et s'être fié de la façon dont son plan pour les années à Isla Sorna a fonctionné, qui comprenait l'envoi d'un message retardé à Thorne pour donner l'impression qu'ils étaient de retour chez eux. Il déverrouille le placard de Kelly Curtis et la réveille. Kelly, qui considère l'argent comme un sujet sensible, donne un regard étrange à la carte de crédit et part aux toilettes. Harvey l'attend, ne sachant pas trop quoi dire et étant pleinement conscient de sa tendance à être socialement maladroit, il attribue cela au fait d'être trop intelligent et non athlétique. Une fois que Kelly sort de la salle de bain, les 2 enfants commencent à chercher quelque chose à manger et à discuter de ce qu'ils ont entendu. Kelly pensait que les adultes étaient énervés à cause de quelque chose et parlait de dinosaures, ce qu'Harvey trouve amusant. En parlant de Thorne et des autres, Harvey réalisa que les adultes seraient probablement furieux que le duo soit là. Kelly lui rappelle qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose depuis qu'ils sont sur l'île. En mangeant, Kelly remarque le complexe abandonné et se demande qui construirait un bâtiment au milieu de nulle part. Elle remarque que l'herbe a poussé autour du bâtiment, ce qui indique qu'il est abandonné depuis des années. Elle remarque également une piste de gibier à une courte distance, l'herbe fermement piétinée. Harvey suppose que ce sont des cerfs qui ont survécu, mais Kelly répond qu'elle n'a vu aucun animal. Peu de temps après, les 2 enfants s'endorment. 2 tyrannosaures adultes arrivent sur la caravane et Harvey les voit pendant son sommeil, mais croit que c'est un rêve. Alors que les 3 hommes entrent dans la première baie de fabrication d'Ingen, Thorne remarque que l'immense pièce contenait des rangées de boîtes d'acier inoxydable équipées de tubes en plastique. Ian souligne qu'il s'agissait de machines de séquençage de gènes et que les machines situées au-delà étaient des synthétiseurs automatiques d'ADN. Il ramasse une ramette de papier jauni sur le sol qui contient des informations sur les facteurs sanguins de Gallimimus et la séquence d'ADN finalisée du dinosaure. Malcolm ne sait pas si les imprimés expliquent comment les dinosaures sont encore en vie ou s'il s'agit simplement de quelque chose qu'un ouvrier a imprimé il y a longtemps. En continuant, il localise plusieurs mémos de scientifiques d'Ingen indiquant que le laboratoire avait des problèmes de contamination de l'ADN si graves qu'ils ont été obligés d'étiqueter les dinosaures et de les relâcher dans la nature, dans l'espoir qu'ils ne soient pas malades. Poursuivant leur route, les 3 remarquent plusieurs panneaux du personnel encourageant les employés à aider à arrêter la propagation du DX, qui selon Malcolm était la maladie mystérieuse. En poursuivant, Eddie remarque une boîte de jonction en hauteur sur le mur opposé qui est éclairée, ce qui indique que l'installation est toujours alimentée. Pendant ce temps, Harvey travaille sur l'ordinateur de Thorne et parvient à obtenir un mot de passe de connexion personnelle au réseau. Il est surpris de découvrir que le mot de passe n'est pas destiné au système de Thorne, mais à accès au réseau local du site d'Ingen. Harvey attend, pensant que le site a disparu et que le système n'a qu'une seule connexion. Mais il est bientôt redirigé vers une liste de services n'étant pas à jour depuis des années. L'une des options était le réseau vidéo qui lui montrait des vidéos de dinosaures. Pensant que c'était que des films, il parcourt rapidement les vidéos jusqu'à qu'il s'arrête sur une qui montre les caravanes garées à l'extérieur du bâtiment, tandis qu'un autre montre Eddie, Thorne et Malcolm montant dans l'Explorer et se dirigeant vers l'arrière du bâtiment. Harvey, choqué, se rend compte que les vidéos qu'il regardait étaient toutes vraies.
Alors que les trois hommes se dirigent vers leur voiture, ils entendirent un sifflement électrique et peu de temps après, la voix paniquée d'Harvey retentit à la radio, leur disant de monter dans leur voiture. Thorne s'excuse de rage, attrape le combiné et commence à crier après Harvey pour les avoir suivis. Malcolm suggère qu'ils devraient écouter Harvey et monter dans la voiture. Ils entrent finalement et se connectent au réseau de la remorque pour voir ce qui a tant bouleversé Harvey. Sur le moniteur, ils voient un tyrannosaure adulte se diriger vers eux sur la piste. Thorne demande quoi faire, mais Malcolm est figé par la peur. Soudain, le T-Rex réapparaît devant eux. Son grand corps leur bouchait la vue, alors qu'il disparaît dans le feuillage pour réapparaître quelques instants plus tard, avec un animal mort dans la gueule. Le T-Rex renifle la voiture avant de s'asseoir dessus et de le recouvrir de son musc, le marquant ainsi comme son territoire. Après le départ du T-Rex, ils reçoivent un autre appel d'Harvey qui a repéré Richard Levin sur les caméras de sécurité. Il tue le T-Rex à vélo. Thorne retire la moto à l'arrière de l'Explorer, préparant l'un de ses fusils et se lance à sa poursuite. Finalement, il tombe sur des carcasses consumées et informe Malcolm qui répond qu'il doit s'approcher d'un nid. Alors que Thorne s'approche lentement du nid des tyrannosaures, il voit que les deux T-Rex s'occupaient de bébés nichés à l'intérieur d'un monde de terre durcie. Harvey et Kelly, qui regardent Thorne à travers le réseau de caméras de l'île, remarquent que l'une d'entre elles bouge étrangement, toute seule. Et Harvey pense que Levin est dans un arbre et déplace la caméra et transmet cette information à Thorne. Quelques instants plus tard, Thorne entend un claquement et un cri alors que Levin tombe de l'arbre et atterrit durement sur le sol. Cela attire l'attention du T-Rex mâle qui les poursuit. Thorne et Levin montent sur la moto et décollent avec le T-Rex qui les poursuit. Levin crie quelque chose à Thorne qui continue de rouler à toute vitesse jusqu'à ce que Levin le fasse s'arrêter. Levin le réprimande pour sa conduite imprudente tandis qu'un Thorne en colère rétorque que l'animal les attaquait clairement. Levin dit que le T-Rex avait arrêté de les suivre peu de temps après leur départ et les chassait simplement de son nid. Un Malcolm perplexe intervient à la radio, commentant sur le fait que Levin ne pense pas à les remercier. Thorne et Levin retournent dans les caravanes, où Levin, stupéfait, trouve Harvey et Kelly qui l'attendent avec enthousiasme. Et c'est la fin de cette troisième partie du roman Le Monde Perdu de Michael Crichton. Alors qu'on peut voir, c'est encore plus différent que le film. Parce que déjà, au lieu d'aller en bateau sur Isla Sorna, ils y vont en hélicoptère. Les premiers dinosaures qu'ils voient, ce ne sont pas des stégosaures, mais des Compsognathus, même si, en revanche, pour la scène des stégosaures, dans le film, ils peuvent s'en être inspirés de celle du roman avec les stégosaures, les apatosaures et les triceratops. La scène où ils explorent le complexe est totalement absente dans le film, mais en revanche, l'exploration d'un complexe d'Ingen abandonné sera reprise dans Jurassic Park 3. Alors, pour le fait que Kelly et Harvey se voyagent clandestinement à bord de la caravane, alors bon, ça c'est à peu près, c'était pareil, même si, bon, bien sûr, comme je l'ai dit la dernière fois, le personnage de Harvey n'existe pas dans les films. Et pour la scène des T-Rex, les gens peuvent voir qu'ils arrivent beaucoup plus tôt que dans le film, et aussi, il n'y a pas un, mais deux bébés, et même plus tard dans le roman, trois. Alors, et aussi d'ailleurs, à un moment donné, dans cette troisième configuration, il est dit que les femelles T-Rex étaient plus grandes que les mâles. Eh bien, cela était vrai lorsque l'histoire avait été écrite, mais aujourd'hui, avec des études récentes, cela est un peu contesté. Mais bon, ça, c'est plus anecdotique parce que, de toute façon, comme les films, ces romans sont de la science-fiction. Et donc du coup, s'il y a beaucoup d'incohérences niveau scientifique ou autre concernant les dinosaures, eh bien ce n'est pas vraiment important puisque, comme je l'ai dit, c'est de la science-fiction et non pas un documentaire. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant cette troisième partie du roman Le Monde Perdu de Michael Crichton. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir ça dans les commentaires et à la prochaine.